Bon, moi, j'ai fait une carrière dans des grands groupes parisiens, avec des rôles internationaux. J'ai fait pas mal de trucs. Et puis, sur mon dernier job, j'ai réalisé à ce moment-là que ça s'était éloigné vraiment du terrain. Là, on se retrouve à des postes très politiques dans lesquels j'étais pas particulièrement bon. Je voyais pas trop l'intérêt, je voyais pas le but. Je reportais à des gens qui étaient à des années-lumière des préoccupations de leurs équipes. En plus, il y a un truc, moi, qui m'anime personnellement et qui m'éclate, c'est de pousser les gens là où ils sont dans leur zone de génie. Je reprends 2 boîtes, je connais rien à ces métiers-là. Et puis là, officiellement, février-mars 2020, le monde s'écroule. J'étais au fond du seau. Nicolas, tu t'es pas contenté de reprendre une boîte comme tout le monde. Toi, t'en as repris 2, coup sur coup, quelques mois d'écart. Et c'est quoi le truc vraiment qui t'a le plus surpris d'un point de vue RH ? Lorsque tu viens de grands groupes comme moi, que tu as vu des univers très formatés, et que tu débarques là-dedans, en fait, tu t'aperçois que des PME, donc là on est sur des boîtes d'une vingtaine de personnes, ça a des cultures très spécifiques, des environnements très spécifiques. Ces 2 boîtes dans des départements qui sont limitrophes, la Vendée et le 44, et pourtant avec des cultures locales très particulières. Donc voilà, c'est 2 boîtes qui réagissent pas du tout de la même façon, pourtant sur des métiers qui sont similaires. Et c'est du coup 2 boîtes sur lesquelles il faut appliquer des recettes assez différentes. Ça fonctionne pas pareil, c'est pas les mêmes ADN. Voilà, il y a des choses qui marchent à un endroit, des choses qui marchent pas à l'autre. Ça m'a beaucoup surpris et ça m'a obligé à vraiment, ça m'a appris même à adapter des solutions vraiment sur Avec mesure. finesse, ouais, ok. Du coup, dans cet épisode, on va parler de RH, de bouffe, Ouais. de recettes. Et de reprise d'entreprise. C'est parti, Carrément. t'es prêt ? Allez. Je sais pas si tu sais, ici on a une petite routine, tu vas pas y déroger. Clairement, je te pose 3 questions, tu réponds du tac au tac, sans t'éterniser, tu vois, à chaud comme ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur ? En plus, là, t'as un vrai divan, tu peux t'allonger, je suis toute oui. Qu'est-ce qui m'anime ? C'est vraiment la réussite collective au sens d'une petite équipe. C'est-à-dire, c'est des choses, moi, dans ma vie professionnelle que j'ai eu plusieurs fois la chance de réaliser. C'est en petite équipe, en mode projet, hyper collaboratif, et de ressortir une solution sur plusieurs semaines, plusieurs mois, dans lesquels chacun a mis du sien, et de se dire, ouais, on l'a fait ensemble. C'est pas juste une personne qui a mené sa marque tout seul. Okay. Et ça, c'est vraiment un truc dans lequel je trouve beaucoup de plaisir, notamment lorsqu'il y a des gens qui ont pu contribuer, qui n'auraient pas forcément contribué de la même façon si on les avait pas un peu encouragés, aidés, sollicités donc aussi. l'intelligence collective, la résolution de problèmes, en tout cas ensemble, le fait d'avancer ensemble. Exactement. Avec, voilà, encore une fois, des profils très différents qui viennent se mêler, des gens qui sont peut-être pas censés savoir s'imposer dans un groupe et qui quand même y arrivent au fur et à mesure. Ça, je trouve ça hyper stimulant. Trop bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te révolte ? Qu'est-ce qui me révolte ? Tu vois, le truc qui te rend dingue, quoi. C'est la mauvaise foi. C'est au travail, hein, j'entends. C'est un peu les gens qui viennent saboter un effort collectif comme ça, saboter des réussites par mauvaise foi, par une espèce de satisfaction un peu morbide de l'échec. On en voit pas mal. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait pas. Ouais, je t'avais dit que ça marcherait pas. De toute façon, on a déjà essayé, ça marchera jamais. De toute façon, ça sert à quoi ? Tout ça pour ça. Tu vas chercher en fait à ce que ça échoue, quoi, quelque part. Exactement. Et donc c'est vraiment et il y en a je pense dans tous les environnements. C'est vrai que lorsqu'on est des toutes petites structures, ça va être vite plus douloureux, ce genre de choses. C'est toxique parce que le négatif l'emporte souvent malheureusement sur le positif. C'est vrai. Et c'est vrai que pour un tempérament comme le mien, qui suis assez cash, je dis les choses, je dis ce que je pense, c'est pas simple de me positionner par rapport à des gens comme ça. C'est quelque chose que je comprends pas, tout simplement, et ça, du coup, ça m'agace fortement, voire on peut dire que ça me révolte. Ce qui te fait peur ?
Ce qui me fait peur, c'est l'échec. Je dirais au sens large, mais en particulier là, dans ces reprises d'entreprise, d'un seul coup, on se retrouve quand même à la tête d'organisation. Il y a une petite 50aine de personnes. Il y a des familles derrière. Et donc, bon, moi, j'ai repris juste avant le Covid, etc. Donc, forcément, j'ai eu des moments où je me suis dit, est-ce qu'on va s'en sortir, quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu. Et de se dire, finalement, je peux mettre tout ça au tapis. Enfin, il y a des gens qui dépendent de ça pour vivre, des familles. Et voilà, ce truc, c'est quelque chose qui me fait peur. Ouais. Je ne veux pas être responsable de ça. Enfin, là, j'ai une société, Lusso, qui existe depuis 160 ans. Tu vois, je me dis, c'est pas possible, je peux pas cracher ça, moi, parce que je reprends, c'est impossible, quoi. Donc bon, heureusement, on est très loin de tout ça maintenant, mais on est passé par des moments qui sont difficiles et de se dire que on met ça à risque, on met des gens à risque. Enfin, il y a une vraie responsabilité là-dedans. Ah, bien sûr, il y a des familles qui comptent sur toi, il y a un écosystème en fait. C'est ça. Le poids de la responsabilité. Écoute, merci Nicolas. Comme je te le disais, tu sais que c'est mon tout premier épisode, le tout premier épisode de l'industrie qui fait envie en studio. Et ça, je le dois à Benjamin Devauchel, Vectorial RH Industrie, qui sponsorise cet épisode et les autres à venir. Et Vectorial RH, en fait, c'est quoi ? C'est le cabinet de recrutement dédié aux PMI et aux grands groupes. C'est un peu le cabinet que j'aurais voulu créer, honnêtement. Ils viennent de la production, ils viennent des RH. Donc, autant te dire que leur niveau en termes de recrutement est juste absolument dingue. Donc, c'est le partenaire qu'il vous faut. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Nicolas, je reviens à toi. Merci Benjamin. Merci Benjamin, on t'aime très fort. C'est vrai en plus. Faudrait que je te le présente. Oui, je ne connais pas, je peux pas dire ça. Mais tu vas voir, il est très très sympa, il est très très chouette en plus d'être très très bon. Je t'ai prévu un truc un peu spécial pour inaugurer ce premier format d'épisode. Suspense. Roulement de tambour. Je sors mon casque. Oh. Alors, on va pas être sur le format traditionnel question-réponse. On a préparé un peu ensemble l'épisode. Forcément, j'ai un peu tiré les ficelles. Donc maintenant, tu pioches et tu lis ta propre question et tu réponds à ta question. Ok. T'es prêt ? Je suis prêt. Ok, vas-y. Est-ce que la première est la bonne ? Non. Allez, suspense, c'est à son compte. Suspense. Ouais, c'est dingue. Alors là, il sort ses lunettes. Note pour plus tard. Note pour plus tard. Prévenir les invités qu'il faut garder ses lunettes. Pourtant, c'est écrit gros. Réalité terrain, c'est quoi le sujet qui revient en boucle chez tes managers aujourd'hui ? Elle est pas facile celle-là. Elle est pas facile celle-là. Elle est pas facile parce qu'en fait, on est quand même dans des toutes petites structures. Donc, les sujets reviennent pas en boucle. En fait, c'est comme ça que je vais répondre à ta question. Du coup, c'est bon signe. Les sujets reviennent pas en boucle. Alors, oui, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on travaille. C'est de tuer les problèmes au fur et à mesure. Donc bon, c'est cette notion d'amélioration continue qu'on a dans l'industrie. Moi, à laquelle je suis hyper attentif, c'est des sujets aussi de travail en mode projet, de progression. Les sujets reviennent pas en boucle. Pour certains, forcément, il y a des périodes dans lesquelles on a des difficultés qui reviennent pendant quelques semaines. Et puis il faut que tu traites les causes racines. Voilà, ou alors c'est contextuel peut-être à un projet. Ça va être contextuel à un sujet, ça va être contextuel à des enjeux qualité à un certain moment, à certaines personnes aussi dans l'atelier, parce qu'on dépend énormément des comportements des uns et des autres. Mais je dirais que je n'ai pas de sujets qui reviennent en boucle de façon pluriannuelle. Écoute, force, c'est tout ce qu'on j'en veut. J'en ai pas qui me viennent en tête. Donc, non, c'est plutôt une satisfaction de te répondre à ça, d'ailleurs. Carrément. Je me rends compte que non, on a des sujets pleins, d'accord ? Donc, c'est pas pour ignorer le fait d'avoir des difficultés. Tu mets pas les problèmes sous le tapis. Mais on en a beaucoup, mais ils changent tout le temps. Et d'ailleurs, parfois, je m'interroge en me disant tiens, on a eu cette difficulté-là, après celle-ci, après celle-là. Et finalement, de dire à un moment, est-ce que ça va s'arrêter, quoi ? Ouais. Mais en fait, non, ça ne va pas s'arrêter, quoi. Bah non. Non, on a mais en fait, c'est des plutôt difficultés bien d'avoir tout le des temps, problèmes. Et des problèmes, des solutions, et puis on règle, et puis
avec un peu de chance, les problèmes sont de moins en moins gros. Et puis ils reviennent avec d'énormes problèmes qui sortent quand même. Donc je dirais que les problèmes, on crée nos propres problèmes. Hein. On est on est en train de se certifier. On a fait un audit de certification la semaine dernière pour passer EN 9100. Ouais. Donc vraiment normes aéro, notre capacité à produire des pièces qui vont dans les avions. Et du coup, on s'attaque à des marchés qui sont beaucoup plus exigeants. Donc on va avoir tout un tas de nouveaux problèmes qui sont liés à ça, des enjeux très forts, des qualifications qui sont beaucoup plus lourdes chez nos clients. Voilà, donc on crée, je dirais, nos propres problèmes. Et est-ce que avant ou pendant que tu pioches une nouvelle carte, tu peux nous dire ce qui t'a amené à reprendre une boîte puis l'autre et nous parler un peu du contexte de ta reprise, parce que c'était chaud quand même. Bon, moi j'ai fait une carrière dans des grands groupes parisiens, avec des rôles internationaux. J'ai fait pas mal de trucs. Et puis, sur mon dernier job, je me suis retrouvé... donc, j'ai travaillé chez Dassault Systèmes, éditeur de Katia, une très, très belle structure. Et je me suis retrouvé à un poste... je rapportais au comité exécutif du groupe. Voilà, j'avais un beau poste sur les opérations commerciales. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que... ça s'était éloigné vraiment du terrain et que ça me correspondait moins, voire plus. Tu sentais plus l'odeur de l'huile dans les ateliers. Je sentais plus. Alors, je n'ai pas forcément cette grosse expérience de l'odeur de l'huile à l'époque, mais effectivement, moi, je suis quelqu'un d'assez. J'ai besoin d'une relation avec les gens, j'ai besoin de parler vrai, j'ai besoin de produire, j'ai besoin de faire des choses, faire avancer le schmilblick, quoi. Et là, on se retrouve à des postes très politiques. Dans lesquels j'étais pas particulièrement bon. C'était aussi ce niveau-là qui me... je voyais pas trop l'intérêt, je voyais pas le but. Je reportais à des gens qui étaient à des années-lumière des préoccupations de leurs équipes. Et du coup, je me sentais pas particulièrement à ma place là-dessus. Donc, en même temps, j'avais pas envie de revenir en arrière à des postes plus bas en me disant je vais faire ça, parce que là j'avais des équipes un peu partout, j'avais de l'international, c'était hyper sympa. Et donc j'ai un ami qui venait de reprendre une société, qui m'en a parlé. Et je me suis dit, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. C'est la suite logique. J'ai toujours voulu entreprendre, mais je savais pas trop comment, etc. J'ai envie de faire ça, et puis j'ai envie de faire ça dans l'industrie parce que ça m'a toujours branché. Et puis il y a un paquet de boîtes à reprendre dans l'industrie. Et il y a un paquet de boîtes à reprendre, et donc voilà, et j'ai tiré le fil. Je voulais reprendre une boîte parce que tout le monde disait qu'il fallait reprendre une boîte et que c'était déjà suffisant. Il y en a 2 qui se sont présentés, et puis voilà, je savais que c'était l'un dans l'autre. Je savais que c'était un peu une connerie, mais je me suis dit, allez, j'ai toujours fait ça. On m'a toujours dit qu'il fallait pas le faire, j'ai toujours fait. Bon, je vais encore faire ça. Et effectivement, c'était un peu une connerie, parce que c'était vraiment un gros morceau quand même. Donc ça a été dur. Mais du coup, tu les as repris. Enfin, c'était un seul et même deal. Non, c'était 2 deals. Donc j'ai repris la première société, Lusso, en décembre 2018, et Mecaria, c'était en juillet 2019. Mais lorsque j'étais en train de négocier et d'avancer sur le dossier Lusso, j'avais déjà le dossier Mecaria. Bien sûr. J'avais échangé avec le cédant du dossier Mecaria en lui expliquant mon projet, en lui expliquant aussi que il allait falloir attendre de clore le projet Lusso pour me lancer sur le projet Mecaria, parce que pour les banques, ça allait un peu les inquiéter si je venais avec 2 projets. Et puis je me suis dit, ensuite je vais attaquer les banques en leur disant, voilà, écoutez, non, je suis plus un chômeur qui veut reprendre une société. Je suis un dirigeant aguerri qui veut faire un build-up. C'est de la croissance externe. Bon, là, ils m'ont dit, non, écoute, calme-toi. T'es un chômeur hyper endetté qui a déjà une société. Mais bon, j'ai réussi quand même. T'es un chômeur qui s'emballe. T'es un chômeur qui s'emballe vraiment. Calmos. Mais bon, ça l'a fait quand même. Écoute, je te propose que juste après, tu nous parles, parce que tu nous as parlé quand même de juillet 2019, donc on sait toutes et tous qu'après, il y a 2020. Ouais. Donc, tu lis ta question et après, on reparle de 2020. Ça marche. Tes 3 priorités RH sur les 12 prochains mois. Alors là, je dirais que on est
Bah ça va revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que les sites soient différents, etc. En fait, mais j'ai pas forcément les mêmes priorités sur chacun des sites. Ah oui. D'accord. J'ai un Combien site, de personnes par site, juste pour on poser un est peu de contexte? 19 chez Lusso, en Vendée, et 21 chez Mécarrière, dans le 44. Ok. Donc chez Lusso, on est dans une phase, on a lancé des assez gros investissements. On a 2 machines qui arrivent, ou en tout cas une est arrivée et l'autre arrive dans quelques mois. Machine assez structurante. Pour nous, c'est une nouvelle techno. Et on est aussi en train de faire évoluer les équipes en faisant avancer des gens en termes de savoir-faire, prenant des gens qui avaient plutôt fait de la série, de les mettre sur de la pièce unitaire. Donc ça nécessite vraiment pas mal de transformations. Ouais, en termes de compétences, du coup, gestion de la compétence, Voilà, la gestion... s'assurer de ta polycompétence. Exactement. Cette compétence, ce transfert de savoir entre aussi les personnes dans l'équipe, cet accompagnement, le temps qu'il faut pour le faire. On est en train de mener ça avec un projet justement où on a beaucoup impliqué les équipes sur où est-ce qu'on mettait les machines et comment est-ce qu'on les organisait. Donc on a fait des plans, on a partagé tout ça pour recevoir aussi les propositions des gens. Oui, mais tu vois, je me permets de rebondir là-dessus et c'est un truc fondamental que tu as compris. Et tu vois, j'en parlais dans le QGRH Industrie, c'est une communauté en fait que j'anime qui est vraiment dédiée au RH industriel. Et souvent, c'est un angle mort. C'est-à-dire là, toi, naturellement, tu parles des enjeux compétences et des enjeux, tu vois, de l'atelier. L'un va avec l'autre. Et je te jure que c'est pas toujours le regard que j'ai. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me fait partir un peu en vrille, c'est quand on va développer son plan de compétences sur un tableau Excel. En fait, le sujet compétences, c'est avant tout un sujet de prod. Tu vois ? Moi, je crois que les gens qui font ça, ils sont trop riches. Alors peut-être c'est dans des plus grosses boîtes. C'est des trop grosses boîtes qui ont les moyens de se planter là-dessus. Ouais, mais tu vois, c'est là où c'est hyper intéressant parce que toi, c'est pragmatique en fait. En fait, les gars, on a des nouvelles machines qui arrivent. On va avoir besoin de s'assurer qu'il y a un niveau de compétence suffisant sur chacune des machines et que tout le monde puisse être le plus polyvalent possible pour assurer la pérennité de la boîte. Et en fait, il est juste là, le sujet compétence, tu vois. Alors, en plus, il y a un truc, moi, qui m'anime personnellement et qui m'éclate, c'est de pousser les gens là où ils sont dans leur zone de génie. J'adore faire ça. Pas par gentillesse, c'est simplement que c'est hyper efficace, que d'un seul coup, on a des gens qui se retrouvent motivés, contents de ce qu'ils font, etc. Et très bons là où ils sont. Donc, c'est d'essayer de trouver dans chacun là où il va être bon et de le pousser dans cette direction. Donc ça va avec cette notion de compétence, si tu veux, c'est vraiment de savoir qui va savoir faire, qui va aimer ça et avec qui il va aimer le faire. Et donc c'est de trouver ce mix-là, et on a passé beaucoup de temps sur ces sujets-là, d'un point de vue organisationnel. Qui est-ce qu'on pousse ? Est-ce qu'il a envie d'être poussé dans ses retranchements aussi, parce qu'on met les gens en difficulté parfois, on les met sur des trucs... C'est pas parce que toi tu les projettes. Exactement. Ou t'as identifié que ça pouvait être leur zone de génie que eux ont envie d'y aller. D'une part, et c'est pas parce que je les projette qu'ils en sont capables. Aussi. Et sans... parce qu'on est sur des métiers qui sont complexes, etc. Donc on s'arrête à un moment donné. Je veux dire, on a aussi une expérience qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Ouais. Et puis un talent plus ou moins naturel qui fait qu'on va y arriver vite ou moins vite. Et on n'a pas forcément ce temps-là dans des PME. Donc, il faut réussir nos paris. Et donc, voilà, on bouge, on s'adapte aussi. Il y a des paris qu'on a faits sur lesquels il a fallu revenir en arrière parfois, mais aussi avec les gens en se disant, tiens, là, peut-être que là-dessus, tu serais bon, etc. Donc, ça, c'est un de mes gros sujets côté Lusso. Et puis, côté Mécarrière, ça va être vraiment tout cet accompagnement autour de notre projet EN 9100, projet aéronautique, là, ce développement des compétences, ce développement
de notre organisation, et puis on va dérouler toute l'organisation qu'on a écrite sur la gestion des certificats matières, etc. Ça nécessite une autre façon de travailler. Pas mal de sujets derrière. Pas mal tout de ça. sujets avec des sujets derrière, des pièces qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus complexes, des nouveaux matériaux, etc. Donc voilà, c'est un vaste programme. Tu vas piocher notre carte. Ouais. Tu me parles en même temps de 2020. T'as eu le nez creux de reprendre en Ah ouais, 2019. ouais. En fait, j'avais dit à ma femme, en reprenant... Tout va bien se passer, chérie. Forcément, était quand même logiquement un peu inquiète du truc. Je lui ai dit, écoute, je reprends 2 boîtes, je connais rien à ces métiers-là. En même temps, si tu lui as dit ça, t'as pas été très rassurant peut-être. Ouais, elle savait. D'accord. Et elle est psychologue, donc tu vois, elle sait me lire. Et si jamais j'ai pas de crise pendant 2 ans, j'y arriverai. Texto, je lui ai dit ça. Si jamais j'ai pas de crise majeure pendant 2 ans, j'y arriverai. Du coup, en gros, là, on est en 2019, quoi. Ouais, là, on Tu est en lui dis ça. 2019. Je lui dis, voilà, ça va bien se passer, fais-moi confiance. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour comprendre comment ça marche. En ayant conscience quand même que ça allait être un sacré truc. Il y en avait 2, je connaissais pas ces milieux-là, je connaissais pas les PME, TPE. Et tu connaissais pas les métiers je de connaissais la mécanique de l'usinage, de Je connaissais précision. pas du tout ces métiers de l'usinage. Et donc, j'avais dit, il me faut 2 ans pour capter, après ça ira. Et donc, chez Mecaria, en juillet 2019, je recrute un directeur de site pour m'accompagner. Donc, bien sûr, je mets des organisations en place pour m'accompagner là-dessus, parce que je ne suis pas fou non plus. Tu as fait appel à Vectorial RH qui sponsorise... Pas Vectorial RH, mais j'aurais pu. Maintenant, tu les appelles Maintenant, je l'aurais fait, évidemment. Et donc, vient un directeur de site, on commence à travailler ensemble. Décembre, il fait un AVC. Et puis là, février, déjà, le business commence vraiment à s'écrouler parce que je pense qu'il y a les prémices du Covid qui sont là en Chine, etc. Ça commence. Et puis là, officiellement, février-mars 2020, le monde s'écroule. Non, mais tel qu'on le tu devais connaît. être au fond du seau. J'étais au fond du seau. J'étais au bout de ma vie, en train de me dire comment je vais faire ça, avec énormément de sujets administratifs aussi. Comment tu fais les chômages techniques, les machins. On avait une info, puis une autre info, puis machin. T'avais pas de RH, toi ? J'avais pas de RH, etc. Donc, cauchemar sur Terre. Et là, je me retrouve à bosser 20 heures par jour, alors que tout le monde s'arrête, plus personne bossait. Moi, j'ai bossé, je partais le matin à 4 heures du matin, je revenais soir à 21 heures. La nuit, je dormais pas. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment une période compliquée. Et puis tu devais t'inquiéter sans cesse pour la pérennité des boîtes. Évidemment, voilà. Parce que là, on avait zéro visibilité. Et puis tu rachètes une société, donc forcément, je ne l'ai pas racheté complètement avec mes sous. En fait, j'ai emprunté, c'était de l'argent. Je dois vous dire, c'était de l'argent que je n'avais pas. Donc, on m'a prêté cet argent, donc je devais le rembourser. Et tu le rembourses en gagnant de l'argent. Bien sûr. Et donc là, d'un seul coup, tu te retrouves à perdre de l'argent. Donc, c'était vraiment une période angoissante et puis difficile parce que une montagne de choses à faire. Des clients, certains clients qui continuent à travailler, qui avaient besoin de nous, des équipes qui étaient hyper inquiètes, avec lesquelles on n'avait pas encore pu nouer une relation de confiance forte. Bah oui, c'était tout Je frais. pense qu'aujourd'hui, j'arriverais mieux à faire ça, mais à l'époque, ils se découvraient, c'est qui ce gars qui vient de Paris machin qui nous rachète, forcément, il n'y avait pas de confiance, ce qui était logique. Donc voilà, donc il y a eu tout ça à mettre en place. Heureusement, il y avait quand même beaucoup de supports. Il y a eu l'UIMM en Vendée, notamment, auquel on est adhérent, qui est une super organisation qui nous a beaucoup aidé. Juridiquement. Et puis, je veux dire, même jusqu'à nous trouver des masques. C'était vraiment hyper précieux d'avoir ça. Mais oui, ça a été un peu le monde autour de moi, le ciel qui me tombait sur la tête. Période dure aussi pour mon entourage. Je veux dire, j'ai 2 enfants, etc. D'un seul coup, j'étais un zombie, littéralement. Ouais. Bon, voilà, on a survécu à tout ça. C'était pas une période, c'était pas tout à fait simple. Ça a mis un petit coup de canif dans le projet. Ça partait. Mais par contre, ça a été une période aussi d'accélération en termes de compréhension
des structures, de compréhension des personnes. Enfin, c'était un peu un cours accéléré de tout. Il a fallu que je comprenne tout très vite pour avoir l'espoir de m'en sortir. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à bâtir des stratégies de travail sur... de réorientation de mes carrières sur des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée, parce qu'on avait un savoir-faire, etc. De marché, et de se dire, là, il faut qu'on valorise ce qu'on sait faire, qu'on en profite pour investir sur nos compétences. Donc là, on s'est beaucoup formé pendant cette période. On a investi dans des logiciels de fabrication assistés par ordinateur. On a formé les personnes. On a investi dans une machine avec un 4e axe. Là, depuis, on a un 5e axe. Voilà, on a posé toutes ces briques-là en se disant, cette période, elle doit au moins servir à ça. Tes briques, feuilles de route, où est-ce qu'on va? Exactement. Il faut qu'on sorte de ça, quoi. Il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on sorte plus fort. Comment ça sert à quelque chose, quoi. On va avoir un peu de temps pour travailler, on repose des trucs à plat, on met en place une organisation qui fonctionne. Donc t'étais pas tant au fond du seau que ça. Si, j'étais au fond du seau parce qu'il fallait faire tout ça, donc c'était des sujets en plus, etc. J'étais pas j'étais pas paralysé, si tu veux, par les événements, etc. Et de toute façon, c'est pas mon tempérament. Mais voilà, je dormais mal. Je crois que je dors toujours très mal. Hein. Je crois le syndrome des chefs d'entreprise. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui dort bien là-dedans. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est un truc assez dingue. Mais ouais, non, c'était beaucoup de choses. C'était beaucoup de choses. Question. Ouais. Je te vois regarder ta carte. C'est quoi la décision RH la plus difficile que tu as dû prendre depuis la reprise ? Alors, forcément, les décisions RH les plus difficiles, c'est quand tu dois te séparer des gens. Là-dessus, j'ai pas de doute. Enfin, c'est facile de répondre. Je veux pas forcément rentrer parce qu'on est des petites équipes, etc. Donc, en termes de confidentialité, c'est pas évident de rentrer là-dessus. Moi, je sais que j'ai pas de problème à partir du moment où les choses sont méritées, entre guillemets, et les gens jouent pas le jeu. J'ai pas de problème de conscience à faire ce qu'il faut. Mais je trouve que... tu te sens aligné à ta décision. Voilà. Je trouve que ça, c'est plutôt facile. Ce qui est difficile, c'est lorsque on est plutôt sur des mutations professionnelles, des mutations du contexte, qui font qu'à un moment donné, les gens ils se retrouvent un peu à l'écart et on a du mal à les faire monter dans le nouveau modèle et que là, petit à petit, on sent qu'il faut faire quelque chose. Quand il y a un désalignement là-dessus, pour moi, je trouve ça très difficile parce que les gens l'ont pas particulièrement demandé. Et donc, c'est là-dessus où moi, je suis hyper vigilant aussi au rôle de l'entreprise de ne pas laisser les gens se faire mettre sur le bas-côté des transformations qu'on mène pour pas avoir à prendre des décisions qui sont inéluctables derrière. Ouais, et tu vois, en même temps, ça fait aussi parfois partie des cycles de vie d'une boîte. Je discutais l'autre jour avec un start-upper industriel. Et donc, ils ont monté une boîte à 4 en partant... vraiment, les 4 associés, buddies, etc. Justement, les premiers qu'ils ont recrutés, c'est les buddies. Après, ta boîte, elle a grandi. Tu arrives à 15-20 personnes. Tu recrutes plus sur les mêmes bases. Ces buddies que tu as recrutés au tout début s'y retrouvent plus vraiment. Tu vois, en fait, mine de rien, tes équipes, même si c'est pas ce qu'on souhaite en tant que dirigeant, et je suis d'accord que ça fait partie de la gestion du changement, que en même temps de préserver tes équipes, tu vois, mais c'est... Mais si tu veux, le buddy de Nantes, c'est pas le buddy de Riaillé qui est là depuis 25 ans dans la boîte, quoi. Ouais, clairement. C'est pas la même chose. Et la boîte, elle a pas la même... elle doit quelque chose d'autre, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Et donc, il faut protéger les gens, il faut les faire évoluer, mais il faut qu'ils le veuillent bien aussi. Mais il faut et puis il faut qu'ils soient en ligne avec là où toi t'emmènes la boîte malgré tout, tu vois. Oui, tout à fait. Il faut réussir à trouver l'équilibre là-dedans.
faut trouver l'équilibre. Après, tu vois, cet alignement, il se fait aussi au niveau du travail quotidien. On est dans un monde, moi, où j'ai quand même une population ouvrière, principalement. Donc, ça passe par le quotidien. Il y a un alignement forcément sur l'ensemble, sur les valeurs qui sont importantes. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que ces métiers, comment est-ce que ces métiers sont en train d'évoluer ? Et donc, faut que les gens, ils acceptent aussi de se former, d'aller vers autre chose, d'aller faire de la polyvalence, etc. Et à partir de ce moment-là, on arrive à faire quelque chose. Oui, puis tu vois, là où je trouve que c'est pragmatique ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu le dis, tu as une population d'ouvriers. Et en clair, ce que tu verbalises, c'est que ce qui compte pour eux, c'est comment ils sont dans leur job. Enfin, c'est pas nécessairement le grand projet de la boîte. C'est du quotidien. Ouais. C'est du quotidien. Ce qu'ils voient, ils ont raison. Enfin, je veux dire, le long terme, c'est une somme de quotidien aussi. Hein. C'est vrai, je le pense. C'est vrai. On se projette à 20 ans, 30 ans. Alors déjà, nous, on fait de la sous-traitance. Donc, on vit quand même des quotidiens. On accompagne la stratégie de nos clients. Donc, notre quotidien, il passe à travers ça. Et puis, pour nos équipes, c'est comment est-ce qu'elles vont le vivre, comment elles vont se projeter dans leur métier et quels moyens elles se donnent pour suivre ça, pour suivre ces transformations-là. Donc, je trouve qu'on a quand même une responsabilité de donner l'opportunité aux gens de suivre et de se projeter dans le futur des entreprises. Dans nos PME, en tout cas, et a fortiori dans nos grands groupes aussi, d'ailleurs. Oui, mais tu vois, là, je pense où ça a encore plus d'impact quand tu es une PME, une PMI, c'est que tu es le dirigeant, ils te connaissent, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu es dans un grand groupe, tout cela paraît très flou. Tu sais pas à qui appartient la boîte. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? T'as, le sentiment d'appartenance, je trouve, il est quand même plus puissant quand tu es dans une PMI, une PME. Chacun, après, voit midi à sa porte et a ses attentes dans son quotidien du job. Moi, ce que je vois souvent d'un point de vue RH, c'est qu'ils ont plus envie de se défoncer pour un patron qu'ils connaissent, qu'ils fréquentent, qui passe dans les ateliers, qui dit bonjour, qui est là, qui met des choses en place, etc. Tu vois, en tout cas, c'est pas les mêmes leviers de motivation, en fait. C'est peut-être plus ça. C'est pas les mêmes. J'ai vu des entreprises des grosses boîtes hyper motivantes avec des gens qui se défonçaient. Je pense que c'est pas les mêmes leviers. C'est pas les mêmes leviers. C'est pas les mêmes leviers. Ça dépend vraiment. Dernière carte. Non, j'en sais rien. Je sais pas du tout quelle heure il est. Moins le quart. Multisite. Tu vois un impact du territoire qui n'est pas le même sur tes 2 sites. Je suis très contente que tu aies tiré cette question, puisque je suis très frustrée de toutes les questions que tu n'as pas tirées. Note pour plus tard. Mais cette question, parce que je pense qu'elle est méga essentielle. Justement, dans ton cas de figure, tu as repris donc 2 boîtes. Tu l'as dit, c'est pas tout à fait le même territoire. Et pourtant, c'est très proche. Ouais. Et tu sais que... Non, tu sais peut-être pas, mais moi, je suis passionnée de la notion de territoire. Donc, je suis trop contente que tu aies cette question. C'est quelque chose... Déjà, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. D'accord ? Donc, moi, je viens, j'arrive, j'ai une boîte en Vendée, j'ai une boîte dans le 44. C'est là-bas. Tout ça, c'est dans le même coin. C'est à 1 heure l'une de l'autre. Tout ça, c'est pareil, quoi. Pour un Parisien, c'est juste à côté. Pour un Parisien, tout ça, ça ressemble. C'était cadeau pour les Parisiens, je suis désolée. Non, mais ça dépend d'où t'es. Si t'es à Aix-en-Provence, pareil, hein, tu vas te dire là-bas, c'est à 1 heure l'une de l'autre, c'est dans le même coin de la France, là, sur la carte, ça se ressemble. Et en fait, je découvre que ce sont des territoires qui n'ont pas rien à voir, mais qui sont très différents. Et je suppose que si tu vas à Belfort, tu as les mêmes constats. Ouais. Mais la Vendée, c'est vraiment un animal particulier, hein, le territoire vendéen. Fais attention, je te rappelle que je m'appelle Tenaillot. Oui, tout à fait. Et non, mais en plus, je dis avec pas mal d'affection, parce qu'en fait, c'était une découverte pour moi. Et finalement, j'avais des valeurs qui étaient très proches. C'est un territoire où il y a beaucoup d'humilité, on est proche des entreprises, les gens ont envie que ça marche, il y a quand même, on voit des patrons vendéens qui sont très proches de leurs équipes,
très accessible. Ouais, très proche de leurs sous-traitants ou co-traitants. Exactement, aussi. un territoire ouais. qui se serre les coudes, qui a envie de réussir ensemble, Ouais. qui a conscience que leur réussite passe par la réussite des autres. Et donc, il faut s'entraider. Enfin, il y a une vraie nécessité. Et donc, j'arrive dans une entreprise qui, effectivement, a des attentes assez fortes vis-à-vis du chef d'entreprise. C'est-à-dire que qui sont capables, des gens qui sont capables de dire mais attendez, pourquoi on n'est pas sur ces marchés-là là, moi j'ai un copain, il travaille là, pourquoi est-ce qu'on travaille pas là-dedans? Il y a du boulot là, il y a du boulot Nicolas. Et donc c'est hyper satisfaisant, c'est hyper intéressant, c'est franchement Puis c'est dynamisant, quoi. Enfin... Et pour quelqu'un comme moi, c'est plutôt facile. Enfin, ça correspond à mes valeurs et, vas-y, on y va. c'est naturel, quoi. Ouais. Et puis, de l'autre côté, un territoire donc riaillé, on est plutôt sur des bassins d'emploi autour de Châteaubriand, qui sont des bassins plus revendicatifs. Culturellement, Saint-Nazaire, Châteaubriand, c'est avec des industries très, très lourdes, où il y a eu des climats sociaux qui étaient plus difficiles aussi, et donc avec des gens qui naturellement, instinctivement, sont plus méfiants vis-à-vis du chef d'entreprise. Clairement, il y a une espèce de méfiance. Dingue. Pourquoi qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que c'est vrai? Et puis voilà, qui fondamentalement se disent que il n'y a pas raison de leur faire confiance, quoi. Pourquoi on le croirait, lui? Pourquoi on le croirait, lui? Ouais. Voilà. Pourquoi on le croirait, lui? Et sûrement que oui, s'il dit attends, ça, c'est aussi... pour nous faire passer quelque chose. Pas les mêmes dirigeants, du coup. Tu avais 2 boîtes avec 2 histoires différentes. J'avais 2 boîtes avec 2 histoires dirigeants. différentes. Tu vois, il y a ça aussi. Aussi, mais j'ai vu des... Je pense que là, en l'occurrence, ce sont les territoires. C'est-à-dire que je vois la marque des territoires là-dedans. Ah, c'est marrant. Pour en avoir... Au début, je ne voyais pas du tout ça, évidemment, mais à force d'en avoir discuté autour de moi, je vois la marque des territoires. Alors, au fil des années, les choses se font aussi à mon image et à ce que j'arrive ou ce que j'arrive pas à faire. Et donc, finalement, je vois certaines similitudes maintenant, des différences qui se gomment, des confiances qui se créent. Mais il y a des choses qui sont plus naturelles, avec plus ou moins de facilité d'accès au cœur des gens aussi, de se dire on parlait au cœur des gens, à l'envie d'eux. J'ai une société Lusso dans laquelle instinctivement les gens ils ont envie de faire partie d'une réussite. Ouais. Ils veulent faire partie du projet. Ils veulent faire partie du projet, ils font partie du projet. Dans leur esprit, en fait, c'est leur boîte, quoi. Ouais. Côté Mécaria, on arrive au même résultat, mais il y a une petite phase de méfiance initiale des équipes qui se disent pourquoi il me dit ça, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça, et puis moi ça va être quoi l'impact. Donc il faut beaucoup de réassurance, d'accompagnement au changement. Exactement, du temps pour bâtir ces relations, des preuves. C'est différent. On peut aboutir au même résultat, mais on passe par des process différents. Donc et ça c'est complètement fascinant. Et lorsqu'on reprend une société, on s'imagine venir avec des recettes et puis pouvoir les appliquer. Ouais, puis ta strat. Et une strat. Moi, j'ai ma strat, les gars, on y va. Voilà. Exactement, moi, j'ai ma strat. Et il y a une citation comme ça, je ne sais plus de qui elle est, mais la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Je trouve ça très, très juste, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a les boîtes, elles ont une culture, et il faut en tenir compte. Et tu vois, je fais un parallèle aussi qui est marrant, moi, que je vois tout le temps quand j'accompagne des dirigeants ou des codires. En fait, c'est que les dirigeants, en fait, ils pédalent à 20 000. Tu vois, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans 3 ans. Mais
La vitesse, le ratio n'est pas au même endroit, en Bien fait. sûr. Et ne serait-ce qu'auprès d'un codir. L'autre jour, j'étais avec une boîte qui fait de la menuiserie industrielle. Bref, on s'en fiche. Ça, là, c'est pas le sujet. Et le direct me dit, je comprends pas, notre codir va pas suffisamment vite, ils nous alimentent pas avec leur strate de service et tout. Mais je suis d'accord, mais est-ce qu'ils ont déjà fait l'exercice de poser une feuille de route? Non. Ah, bah voilà. Ouais. Mais et tu vois, pour moi, c'est l'illusion. Enfin, c'est un peu l'illusion parce que toi, t'es dirigeant et je le suis aussi. Donc, tu vois, on a envie d'avancer vite, ça tabasse, etc. On se projette à fond et tout. Mais tout le monde ne suit pas au même rythme. Et voilà. Et puis, tu n'as pas les moyens d'aller au rythme que tu veux non Bah plus. non. On est dans des sociétés très opérationnelles. C'est ça. Donc, on doit dépoter pour livrer nos clients, etc. Ça ne se fait pas tout seul. Et par rapport à des très grosses boîtes où tu vas avoir des gens qui vont être dédiés Bien à la sûr. transformation, moi Ils j'étais n'en chef de peuvent pas. projet, etc. Bah, là, non, tu n'as plus ces personnes. Ça, c'est en plus du boulot des gens. Bien sûr. Et déjà, le boulot est bien stretché, quoi. Ouais. Step by step. Hein. Donc, faut y aller, faut se mettre au niveau. Faut pas oublier que le futur, il passe par du quotidien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est d'abord du quotidien. C'est de réussir à amener les choses. Et dès qu'on amène trop de choses en même temps, Ouais. c'est une grosse difficulté d'exécution. Ouais, puis Moi, je l'ai vécu. Ça a été des grosses difficultés à vouloir transformer plusieurs sujets en parallèle. Ouais. Ça a été très, très difficile. Et c'était une erreur. Ouais, mais faut parce avoir que... l'humilité aussi de se dire attends, je sais en me prendre qu'un à la fois, quoi. Ouais, mais parce que tu défocuses. Nicolas, t'as des petits drapeaux à côté de toi. C'était vachement abrupt comme transition. Oui, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, Nicolas, tu sors. Excuse-moi, ça m'arrive des fois. Chronique, on s'en fout pas, on s'en D'accord. fout ou pas. Ok. Voilà. Donc je vais te poser des questions. Du coup, on dit quoi? Je sais plus ce que je t'ai dit en préparant le truc. Rouge, on s'en fout. Rouge, on s'en fout. Vert, Voilà, on s'en fout pas. Du coup, on s'en fout pas. Du coup, on s'en fout pas. Ok, communiquer sur LinkedIn en tant que dirigeant industriel. On s'en fout, On s'en fout pas. Ok. En tout cas, c'est ma stratégie d'acquisition principale. Moi, je suis très présent sur LinkedIn et je me suis posé la question de communiquer à travers les boîtes ou à travers moi. Et en réalité, aujourd'hui, il me semble, mais ça ne concerne que moi, ce n'est que mon avis. Je ne vais pas te contredire. Que ça passe par les individus et que la communication corporate sur LinkedIn, sur des tailles de boîtes comme la mienne, encore une fois, fonctionne difficilement. Donc, et je vois que les gens, en fait, j'ai pas mal de retours et ils me suivent, moi, dans ce que je leur dis par rapport à mon quotidien, à des vraies histoires et pas à des trucs qui sont trop marketés. Donc, j'essaie aussi de m'en souvenir, moi, dans ma com LinkedIn, c'est de rester sur des vraies choses et pas que du commercial, en disant « Youhou, on sait faire ça ». Ouais. Ça marche pas. S'appuyer sur un réseau d'acteurs pour développer son business. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Là aussi, c'est une stratégie forte de se dire qu'on peut pas y arriver tout seul. Ouais. On peut pas y arriver tout seul, ou ça sera beaucoup plus long. Donc, moi, j'ai choisi d'adhérer à plusieurs réseaux d'entreprises, pas mal de réseaux différents. C'est que j'ai un peu bossé l'épisode, hein. Donc ouais, je vois. Cette question n'est pas anodine. C'est pas celle d'avant non plus. Et donc, nous, on fait partie de Neopolia, qui est un groupement d'entreprises issues des Pays de la Loire, mais qui est maintenant à une dimension nationale. Très historiquement tourné autour de l'aéronautique et de la marine, et puis qui s'est élargi sur les différents secteurs. Donc, il y a plus de 200 entreprises membres. Et puis, l'idée, ça a été de rentrer à l'intérieur de ce réseau pour faire du business ensemble. Que des acteurs industriels, par contre, c'est vraiment focalisé sur des acteurs industriels. Oui, et puis avec une organisation par cluster. Exactement, une organisation qui vise chaque secteur, des acteurs industriels qui vont se positionner sur un ou plusieurs clusters et
qui travaillent ensemble, qui privilégient le fait de travailler ensemble, un Et peu de comme les répondre Vendéens ensemble. dont Ouais. on parlait tout à l'heure. C'est un Ouais. peu un petit côté vendéen, mais mis dans une dimension associative. Et depuis 2 ans, j'ai voulu donner un peu plus à cette organisation. Donc maintenant, je suis un des administrateurs bénévoles de cette organisation, mais c'est hyper intéressant. Mais on fait partie de tout un tas d'autres réseaux. J'ai fait partie du challenge du Pays de Mortagne pour comprendre un peu la diversité donc locale. Du super territorial. Du super ouais. territorial. On fait partie de Mercurial, qui est une espèce de Oui. groupement d'achat qui est top. Oui. Il y a plein de choses comme ça. Ouais, donc tu qui sont à notre multiplies quand portée. même tes réseaux Oui. et tes stratégies d'acquisition quand même, parce que derrière, c'est ça. Et d'acquisition et de transformation et d'achat. Enfin, en fait, ils sont beaucoup plus forts que moi. Tout simplement. C'est-à-dire que Mercurial, sur la partie stratégie achat, etc., Bien sûr. ils sont à des années-lumière de ce que je serais capable de faire. Donc, se mettre dans leur Trop bien. roue, c'est hyper efficace. Pareil pour Neopolia. J'étais à une conférence là, justement sur l'aéronautique, etc. Ouais, c'était à la CCI, j'ai vu ça il y a pas longtemps. C'était chez Team Plastique à Châteaubriand. Ah oui. Il y avait un événement et voilà, on était avec Neopolia. Il y avait le patron des achats de Thales, de tout. Enfin, je veux dire, moi, c'est tant que puissant. Lusso Mécaria, Oui, les t'aurais gens pas normalement, accès à ces ils gens-là. n'auraient pas accès à ces gens-là. Ouais. Là, on fait partie d'un collectif. On est beaucoup plus fort et donc on Trop bien. répond en direct à ces appels d'offres aux côtés d'autres beaucoup plus grands. Chez Neopolia, il y a Algan, il y a Béné, il y a des très grands usineurs comme ça et on travaille ensemble et il y a de la place pour tout le monde, donc Écoute, c'est très fort. à l'occasion, tu leur dis qu'on a un podcast, l'industrie qui fait envie, et qui peuvent être invités sur le podcast. C'est une bonne idée. Tu vois ? Ouais, avec plaisir. Je pensais proposer à ça, son appel du pied à Neopolia. Neopolia, si vous avez envie qu'on fasse une série d'épisodes dédiés à vos industriels, je lève le doigt. Nicolas, toute dernière question. Travailler ta marque employeur, on s'en fout pas. Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet ? C'est ça ma question. Hein. C'est pas... Alors, je vais faire un peu des deux. Tu utilises un joker ? Non, c'est pas un joker. Je vais répondre oui, mais... cette fois-ci, on n'est plus dans la Vendée, on est dans la réponse de Normand. C'est ça, ouais, exactement. Travailler ma marque employeur de façon structurée, c'est pas ma priorité aujourd'hui, d'accord. Par contre, cette marque employeur, elle va passer par notre visibilité sur les réseaux. On parlait de LinkedIn, on parlait des différentes organisations, et puis également par le rôle de nos salariés. Comme ambassadeurs. Comme ambassadeurs. Donc, ouais. C'est pour moi d'abord faire le boulot pour mes gars, qui ensuite va se retranscrire par ailleurs, par l'exemple, faire... voilà. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent visiter parfois l'entreprise à différentes occasions et puis qui ensuite peuvent postuler. Et ça, c'est le top. Ouais. C'est vraiment le top. Mais on n'a pas aujourd'hui un travail qui est fait suffisamment sur ce sujet. Oui, pas le besoin, en fait. Enfin, à un moment, il y a une adéquation à invest. C'est pas la priorité. Voilà, oui, en tout cas. C'est un besoin parce qu'à long terme, je dirais que dans nos métiers, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont être capables de conserver des ressources qualifiées pour y arriver. C'est-à-dire qu'on est dans un métier qui est presque condamné à être en pénurie de ressources. D'accord ? Donc les gens... Parce que nous, notre organisation, c'est qu'on a des personnes qui savent programmer une pièce, préparer la machine pour faire la pièce, contrôler la pièce. Donc ils sont sur un métier d'usineur méga complet. Hein. Super complet. Ouais. Et donc, on a besoin de gens super bons. Et donc, ça a le mérite, ça attire les personnes qui sont bonnes parce que ça leur donne l'intérêt. Parce qu'à l'inverse, tu vois, moi, j'ai beaucoup recruté des usineurs et ils n'ont pas envie d'être presse-bouton, tu vois. C'est ça. Donc, c'est vulgaire comme mot dans le jargon presse-bouton, mais... Ça existe. Mais nous, c'est pas du tout notre stratégie. Par contre, ça nécessite d'avoir des gens hyper qualifiés, hyper techniques, hyper bons, techniquement, psychologiquement aussi, parce qu'il y a une grosse pression, curieux, autonome, etc. Et donc, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment important d'arriver à capter finalement ces ressources qui se raréfient parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par ces métiers-là, et oui. malheureusement. C'est
très bien que ton podcast existe pour ça. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives aussi pour ramener des gens dans ces métiers qui sont des métiers hyper intéressants. Franchement, c'est passionnant. Moi, j'adore l'usinage. L'usinage, c'est top. C'est vraiment... moi, à chaque fois que je pose des questions à mes équipes, je bois leurs paroles. C'est passionnant. Faites de l'usinage. Faites de l'usinage. Faites de l'usinage. On vous donne une machine qui vaut, je sais pas, 200 000 €. Ouais, des pièces parfois qui coûtent un bras aussi. Un plan et on vous dit... Fais ce que tu veux. Débrouille-toi, je sais pas comment tu vas la faire, mais fais-la. Appuie sur des boutons, donc, fais ta magie. Non, c'est dingue. Et c'est assez dingue le niveau de responsabilité que peut avoir un usineur. Et l'usineur est capable de casser la machine. C'est-à-dire que la machine peut s'auto-taper et se briser en deux, littéralement. Donc en fait, le niveau de responsabilité qu'on donne et d'autonomie qu'on donne est fabuleux. Et les pièces se ressemblent pas. Enfin, chaque jour, c'est un challenge quand même. Non mais Nicolas, il faut qu'on arrête. Parce que si on commence à se chauffer à parler d'usinage, on va jamais terminer. Donc, encore une fois, une transition hyper abrupte. Décidément, je n'ai pas été bonne dans mes transitions. À refaire, à travailler. Mais c'était trop cool de t'avoir. Merci pour beaucoup. l'échange. Merci pour ton invite, Claire. Si je comprends bien, on te retrouve sur LinkedIn alors ? Ouais, LinkedIn, Nicolas Limpe, ou Société Lusso Mécaria, ça marche aussi si vous me cherchez. Merci. C'est ma place principale. Merci pour ta confiance. Et puis, on reste en contact. Merci Claire, bravo pour ce que tu fais sur ce podcast pour mettre en avant l'industrie. Hyper important. Merci, trop cool. Salut.